Jurassic World Le Monde D'après, qu'on appellera plus simplement Jurassic World 3 pour le reste de la vidéo, a été un échec. Cela peut paraître étrange de l'affirmer avec autant d'aplomb compte tenu de la réussite du film sur un plan commercial. Jurassic World 3 a quand même atteint la barre symbolique du milliard de dollars, se classant même au 3e rang du box-office de l'année 2022. Le film a aussi largement remboursé ses coûts de production qui s'élèvent officiellement à 165 millions de dollars, tout en permettant de dégager un certain pactole pour les producteurs du film. L'échec provient en réalité de l'accueil reçu par le film qui s'est malheureusement fait détruire par les critiques de la presse spécialisée et du public. Après consultation de 4 sites de notation différents, à la notoriété bien établie et après un regroupement des moyennes des notes des critiques cinéma et spectateurs, la situation de Jurassic World 3 est peu glorieuse. Le film est tout simplement le moins bien noté avec une moyenne de 4,9 sur 10, tout juste derrière Jurassic Park 3 et ses 5 sur 10. Juste pour info, on retrouve dans le top 3, bien évidemment en première position, Jurassic Park avec 8,4 sur 10, suivi de Jurassic World premier du nom avec 6,9 sur 10, et enfin le second Jurassic Park avec 6,2 sur 10. Alors bien sûr, ces résultats basés sur le calcul des notes issues de moyennes générales trouvées sur internet ne reflètent pas entièrement la multitude d'avis divergents qui existent sur Jurassic World 3. Par exemple, le film de Colin Trevorrow s'est retrouvé très bien noté par les spectateurs sur Rotten Tomatoes avec une belle moyenne de 7,7 sur 10, tout juste derrière Jurassic World 1 avec 7,8 sur 10, et bien sûr Jurassic Park, premier du nom, avec 9,1 sur 10. Mais ce qui est important de retenir ici, c'est que le film n'a pas fait l'unanimité, bien au contraire. L'expérience voulue par Universal a été vécue par beaucoup comme une grande désillusion, avec pour effet de braquer de nombreux fans mécontents du dénouement de la trilogie, de créer une forte division au sein de la communauté jurassique, tout en favorisant un sentiment de méfiance à l'égard d'Universal Pictures et compagnie. En clair, de véritables fardeaux ont été créés, fardeaux que devront porter les futurs projets. Dès lors, après cet échec, 2 choix se sont offerts à Universal Pictures. Stopper la machine temporairement, voire même définitivement, ou bien battre le fer pendant qu'il était encore chaud et tenter de rebondir avec un autre film. Bien sûr, vous connaissez aujourd'hui le choix opté par Universal. Pourtant, le premier choix, celui d'arrêter le processus d'exploitation de la licence, aurait très bien pu être retenu par Universal qui se serait alors inspiré de Disney qui a vécu la même situation complexe avec Star Wars. Souvenez-vous, en 2019, Disney sort Star Wars l'ascension de Skywalker afin de clôturer sa nouvelle trilogie, mais aussi l'histoire d'une saga vieille de plus de 40 ans. Les attentes étaient nombreuses et le film s'est planté comme jamais. Là encore, comme Jurassic World 3, Star Wars 9 a très bien fonctionné avec, là aussi, plus d'1 milliard au box-office. Mais contrairement à Jurassic World qui a fini 3ème de son box-office annuel, Star Wars, lui, finit 7ème, ce qui fut, à n'en pas douter, une grande déception et une très mauvaise nouvelle pour Disney. Pire encore, les avis de la presse et du public assassinent le film et plongent la saga dans la tourmente. Disney prend alors une décision radicale, stopper la production de films pendant un certain temps afin de restructurer les différents projets. Et les effets de cette décision se font encore ressentir de nos jours puisque depuis 6 ans maintenant, nous n'avons eu aucun film Star Wars sorti au cinéma. Bien sûr, à l'heure actuelle, plusieurs longs métrages sont en cours de production avec des dates de sortie prévues aux alentours de 2026-2027. Cependant, afin d'éviter une période de jeûne aux effets néfastes pour la viabilité financière de la franchise, Disney a lancé massivement la production de séries dérivées afin d'alimenter sa plateforme payante Disney+. Mais alors pourquoi Universal n'a pas opté pour cette décision? Déjà parce que le film précédent ne s'est pas écrasé au box-office et a su engendrer une belle montagne d'argent, ce qui veut dire que la licence est encore viable. Alors oui, elle s'essouffle, puisque chaque film fait moins bien que le précédent, mais globalement les résultats sont très encourageants. Ensuite, parce que Jurassic World n'a pas les mêmes atouts que Star Wars, et notamment une plateforme exclusive pour y créer du contenu inédit et ainsi faire vivre la licence autrement. Ainsi, arrêter la série, ne serait-ce que temporairement, impliquerait une perte de viabilité financière avec des impacts non négligeables sur le cœur d'une franchise, le merchandising. Et Universal a bien besoin de Jurassic World qui est une de leurs franchises les plus rentables avec Fast and Furious et la saga des mois moches et méchants et autres mignons. Et surtout, et c'est le plus important, c'est la seule licence Universal avec une grosse présence sur le marché des jouets, des figurines et autres produits dérivés. Perdre Jurassic World leur ferait perdre assurément une grosse quantité d'argent régulière. Universal n'a donc pas le choix, ils doivent continuer à produire. Dans l'optique de continuer à faire vivre la saga, Universal a donc décidé de lancer la production d'un autre film, d'un 4ème Jurassic World, baptisé Renaissance et qui arrive dans quelques petits jours maintenant. Et le film est très attendu parce que de son succès ou de son échec dépend, je pense, l'avenir de la saga. Et ça, Universal l'a aussi parfaitement compris, puisqu'ils ont recruté un réalisateur qui a entièrement les épaules pour mener et assumer un tel projet, Gareth Edwards. Gareth Edwards est un réalisateur britannique né le 13 juillet 1975 dans la ville de Nuneaton, en Angleterre.
Puisant sa source d'inspiration parmi les grands noms du cinéma comme Tarantino, Spielberg ou Lucas, Gareth Edwards comptabilise aujourd'hui 4 films à son actif, sans compter bien évidemment Jurassic World Rebirth qui sera le 5e. Le premier long métrage de Edwards, baptisé Monsters, est un film de science-fiction sorti en 2010. Le film se déroule dans un monde où une sonde de la NASA, partie vérifier l'existence de vie extraterrestre dans le système solaire, s'écrase dans le nord du Mexique avec à son bord des aliens qui se propagent rapidement dans la région frontalière entre le Mexique et les États-Unis. Ces derniers décident de créer une zone de quarantaine afin de contenir l'invasion. Le film raconte le périple de Andrew Calder, un journaliste en quête de photos sensationnelles concernant le meurtre d'humains par les aliens, et de Samantha Winden, la fille du patron d'Andrew, à travers la zone de quarantaine afin de rallier les États-Unis. Malgré une sortie très limitée en Grande-Bretagne et aux États-Unis, le film a quand même rapporté 4,2 millions de dollars au box-office pour un ridicule petit budget d'à peine 500 000 $. En plus, les retours de la presse et des spectateurs sont très positifs, saluant le mélange des genres entre films extraterrestres, drame relationnel et critique politique. Grâce à Monsters, Gareth Edwards a touché à plusieurs aspects dans la production d'un film. La réalisation, cela va de soi, mais aussi l'écriture en rédigeant les grandes lignes de l'histoire et en fournissant des synopsis détaillés des points abordés dans les dialogues. Mais il n'y avait pas de script clairement défini et Edwards a notamment joué sur l'improvisation dans le déroulé des dialogues. Gareth Edwards a aussi travaillé sur les effets spéciaux du film, une compétence qu'il a su exploiter dans ses jeunes années universitaires en participant à la création d'effets numériques sur des séries telles que Nova, Perfect Disaster ou encore Heroes and Villains, une série documentaire de la BBC retraçant la vie de certains des plus grands guerriers et leaders de l'histoire martiale et pour laquelle il a produit plus de 250 effets spéciaux. Sur Monster, Edwards a passé 5 mois seul et dans sa chambre à façonner plusieurs centaines de plans numériques. Avec le succès de Monsters, Gareth Edwards a commencé à se faire un nom dans ce monde très prestigieux qui est Hollywood. Et c'est ainsi qu'en janvier 2011, Edwards entre en pourparlers avec Legendary Pictures qui cherche justement quelqu'un avec les nerfs assez solides pour réaliser une nouvelle adaptation américaine du roi des monstres, Godzilla. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Godzilla est un grand monstre géant japonais appelé Kaiju créé en 1954 en réponse au traumatisme des bombes atomiques qui ont pulvérisé les villes d'Hiroshima et Nagasaki en août 1945. Le monstre arbore une allure inspirée des dinosaures, tête et corps de tyrannosaure, bras d'iguanodon et plaque dorsale de stégosaure. Devenu une véritable icône de la pop culture japonaise, Godzilla comptabilise aujourd'hui 38 films à son actif, faisant du Roi des Monstres une des franchises les plus prolifiques du cinéma, devant le MCU avec 36 films, bientôt 37 avec les 4 Fantastiques, ou encore James Bond avec 25 films. Bientôt 26 puisque Denis Villeneuve va réaliser un prochain film 007. Dommage, j'aurais préféré un 3e Dune. Le film Godzilla de Edwards raconte le périple de Ford Brody, un enfant qui a vécu un terrible traumatisme, sa mère meurt dans un accident nucléaire au Japon. 15 ans plus tard, le jeune garçon, devenu démineur dans l'armée, doit retourner au pays du soleil levant afin de récupérer son père, l'ancien chef de la centrale nucléaire dévastée, qui cherche à comprendre quelle fut la cause de l'accident, quitte à braver les interdits. En retournant sur les traces de son passé, Ford va apprendre une impitoyable vérité, ce monde n'est pas le nôtre, mais celui de créatures gigantesques baptisées Muto, et leur roi s'appelle Godzilla. Je vous en dis pas plus pour les 3 du fond qui n'ont pas encore vu le film, mais franchement, foncez, c'est un très bon divertissement, un peu avare en monstre certes, mais divertissant quand même. En clair, pour son 2e film, Gareth Edwards s'attaque là à un véritable défi. Défi qu'il va relever haut la main avec des retours critiques positifs, mais aussi un certain succès commercial avec un total de 529 millions de dollars, dépassant alors le seuil de rentabilité fixé à 380 millions de dollars. Et ce très beau résultat scotcha même certains analystes du 7e art comme John Furrier du magazine Forbes qui avait alors prédit que le film serait un flop en déclarant « Sans conteste, Godzilla sera le plus gros flop au box-office de 2014 ». Godzilla en tant que personnage est un poison au box-office, citant les flops passés de Godzilla pour étayer sa prédiction. À la suite de ce très beau succès, Legendary va annoncer 1 an et demi plus tard la création d'une franchise, d'un univers cinématographique entre Godzilla et King Kong, 2 monstres sacrés du cinéma. Un univers baptisé Monsterverse qui comptabilise aujourd'hui 5 films, 2 séries télé, une sur Apple TV+, et une autre d'animation sur Netflix, un jeu vidéo, Kong Survivor Instinct, et plusieurs livres et comics. Et ce vaste univers, ce projet couillu, n'aurait peut-être jamais vu le jour sans le bon travail de Gareth Edwards. D'ailleurs, Legendary avait de base voulu prolonger le contrat de Edwards afin de créer une trilogie Godzilla. Mais comme Edwards était très engagé sur Rogue One, Legendary a dû patienter au point où Edwards lui-même a dû quitter le projet pour permettre à la production de faire le film. Film qui sera réalisé par Michael Dougherty et qui sortira en 2019 sous l'appellation Godzilla King of Monsters. Mais Edwards nourrit l'espoir de retravailler un jour avec le roi des monstres. Tout de suite après Godzilla, Gareth Edwards conclut un nouvel accord, cette fois-ci avec Disney et Lucasfilm afin de réaliser le premier film spin-off de la saga depuis le rachat de la licence en 2012.
Et ce nouveau film se nomme Rogue One, A Star Wars Story, première pierre d'une série de spin-off dédiée à des personnages et événements majeurs évoqués dans la trame principale de la Guerre des Étoiles. En plus d'être un spin-off, Gareth Edwards annonce que le film ne sera pas qu'une simple lutte entre le camp du bien et le camp du mal entre Jedi et Sith, mais plutôt un film de guerre où la frontière manichéenne est brouillée. Le film raconte comment l'Alliance rebelle s'est battue pour obtenir les plans de l'Étoile de la Mort avant les événements de l'épisode 4 en suivant le combat d'un groupe de courageux soldats menés par Cassian Andor qui a eu le droit à sa propre série, et Jyn Erso, la fille du concepteur de l'engin spatial capable de détruire une planète entière. Au cours du périple, des têtes connues de l'univers feront leur apparition dans cette lutte entre la liberté et la tyrannie. Le troisième film de Edwards est un véritable carton. Sur le plan financier, le film atteint la barre du $1 milliard au box-office et devenait, en 2016, le deuxième plus gros succès de la franchise, derrière Star Wars 7 et ses $2 milliards. Bien sûr, depuis le temps, Star Wars 8 et Star Wars 9 l'ont dépassé, mais à l'époque, le film fait une superbe performance. Sur le plan critique, le film reçoit même un accueil chaleureux et obtient de très bonnes notes. Grâce à ce film, Gareth Edwards a même remporté le Saturn Awards du meilleur film de science-fiction au cours de la 43e cérémonie des Saturn Awards, une cérémonie qui récompense les films, séries télé et téléfilms relevant des genres de la science-fiction, de la fantasy et de l'horreur. Et ce prix, pas aussi prestigieux que les Oscars, avait été remporté par nombre de très bons films de l'ASF. Star Wars à 6 reprises, les 2 premiers Aliens, E.T., Retour vers le futur, Matrix, les 2 films Avatar, Blade Runner 2049, Dune Part 2, Interstellar, aux grandes dames d'un certain youtubeur, et bien sûr, notre bien-aimé Jurassic Park. Après Godzilla et Star Wars, 2 films qui ont été très durs à tourner, Edwards signe en 2019 un contrat avec la société New Regency afin d'écrire et réaliser un projet de science-fiction, un film qui s'appellera The Creator. Sorti en 2023 et souhaitant s'inspirer de films comme Apocalypse Now, Blade Runner ou Akira, le film raconte l'histoire d'un monde futuriste en guerre contre une intelligence artificielle qui aurait fait exploser une bombe atomique au-dessus de Los Angeles. Mêlé à cette guerre entre être organique et être artificiel, Joshua Taylor, ancien membre des forces spéciales, est recruté pour traquer, trouver et éliminer le créateur de l'IA qui a mis au point une arme ayant le pouvoir de mettre fin au conflit destructeur. Le film, dont le budget est estimé à 80 millions de dollars, n'a pas reçu le même triomphe que ses grands frères. Seulement 104 millions de dollars ont été récoltés, ce qui est un flop. Alors difficile de donner les raisons de cet échec, d'autant plus que le film a reçu un accueil assez correct. Alors peut-être pas aussi élogieux que les films précédents, mais ce n'est pas non plus une catastrophe pour autant. En effet, comme pour ses films passés, Edwards a même reçu une pluie de louanges pour ses effets spéciaux, sa cinématographie, ainsi que pour ses séquences d'action. Mais tous pointent du doigt la faiblesse du scénario. Avec The Creator et Monsters, 2 films écrits par Edwards, on aperçoit sa principale faille, l'écriture. Edwards est un visionnaire au sens où il a l'œil pour mettre en scène des situations imaginaires, mais pour ce qui est de l'écriture, il n'arrive pas à construire un bon scénario cohérent et bien rythmé. Et le poste qu'il occupe sur Jurassic World Rebirth est taillé à la perfection pour le profil d'Edwards. Après The Creator, Edwards avait annoncé prendre une petite retraite artistique loin des plateaux de tournage. Une retraite qui va être de courte durée, puisqu'elle va s'interrompre lorsque Universal lui proposa le poste de réalisateur du prochain film Jurassic World, qui est, selon Edwards, le seul film qui me ferait tout lâcher comme une pierre et plonger directement dedans. Pourtant, au départ, les producteurs avaient un autre candidat en tête, David Leitch, à qui l'on doit Bullet Train ou encore Deadpool 2. Mais David se rétracta à cause du poste qui ne lui laissait, selon lui, que très peu de place pour sa contribution créative. En effet, pour Jurassic World Rebirth, les producteurs ont mis plus de cadre au réalisateur en lui retirant la charge du script confié à David Koepp et en amorçant en amont un gros travail de pré-production, notamment sur la conception de certains dinosaures, signe alors d'une réduction notable de la contribution créative du futur réalisateur. Et c'est ainsi que Edwards et Universal sont entrés en pourparlers avec finalement l'engagement de Gareth Edwards au poste de réalisateur, un poste obtenu en grande partie grâce à son style visuel et son expérience dans le monde de la CGI acquise par le passé. Malgré une courte filmographie, la carrière de Gareth Edwards est riche d'enseignements à l'aube de Jurassic World Rebirth. Ces expériences passées lui ont permis de développer plusieurs compétences, et notamment la maîtrise et la gestion de l'imagerie de synthèse, aussi appelée CGI, une composante essentielle dans un film comme Jurassic World. Et c'est ce point qui a été déterminant dans la sélection de Edwards en tant que réalisateur. Mais sa carrière révèle également un autre talent chez Edwards, vital pour la bonne conduite du projet. Il a travaillé sur des films avec des objectifs particuliers et exigeants.
Alors bien sûr, tous les films ont des exigences qui leur sont propres, surtout quand il est question de rentabilité. Mais la moitié de la filmographie de Gareth Edwards sont des films très importants dans leur domaine où la réussite fut d'une nécessité absolue. Prenons d'abord Godzilla. Le film de 2014 avait 3 objectifs particuliers. Déjà, ramener le monstre en Amérique du Nord. Une tâche qui était extrêmement ardue puisque la dernière expérience de Godzilla au pays de l'oncle Sam s'est soldée par un gros échec. En effet, en 98, Roland Emmerich se charge d'un projet d'adaptation occidentale du célèbre kaiju, mais le résultat fut catastrophique et le film torpilla la volonté de franchiser Godzilla en Amérique. Pire encore, le film est même considéré comme le plus mauvais film Godzilla de l'histoire. Alors forcément, quand Legendary et Warner Bros tentent de nouveau l'importation de Godzilla, les attentes étaient très nombreuses et les inquiétudes multiples. Mais sur ce point, Gareth Edwards a su être à la hauteur et aujourd'hui encore, Godzilla continue d'exister en Amérique. Le deuxième objectif, et non des moindres, était de construire des fondations assez solides pour concevoir un univers cinématographique, en l'occurrence le Monsterverse. Le but du Monsterverse a été dès le départ un film opposant Godzilla, le roi des monstres, et King Kong, la 8e merveille du monde. Un combat qui s'est déjà produit en 1962 et que la Toho, l'entreprise qui détient les droits de Godzilla, a longtemps essayé de refaire sans succès. Là encore, le film de Gareth Edwards a fonctionné avec 529 millions de dollars au box-office, permettant au film de financer une suite dédiée à King Kong, et permettant ainsi d'entrevoir l'objectif final. Objectif qui fut d'ailleurs atteint en 2021 avec Godzilla vs Kong. Aujourd'hui encore, le Monsterverse est toujours en vie avec un 6e film en préparation et attendu pour 2027. Et ce qui me fait un petit peu rire, c'est que DC a dû reboot son propre univers après l'échec du DCU, là où une franchise de gros monstres qui se tapent dessus continue d'exister. Et bien tout cela, on le doit à Gareth Edwards qui a su poser les bases. Le 3e objectif de Godzilla 2014 est assez complexe, et lui aussi important. L'objectif était de continuer à faire vivre le roi des monstres. En effet, en 2004, la société Toho produit un dernier film Godzilla, Godzilla Final Wars, film qui sert à célébrer les 50 ans du monstre et lui rendre un dernier hommage. En plus d'être un hommage, le film devait également clore le règne de Godzilla une bonne fois pour toutes. Mais alors que la Toho avait décidé de ne plus toucher à Godzilla, le film de Gareth Edwards et le succès qu'il engendra va pousser la compagnie Nippon à produire un redémarrage de sa franchise en produisant plusieurs films dont Shin Godzilla en 2016 et bien sûr Godzilla Minus One en 2023, 2 films qui sont considérés comme les meilleurs films Godzilla depuis l'original en 1954. Là encore une fois, Gareth Edwards a semé les graines du succès. Avec Godzilla, vous commencez à entrevoir le potentiel de Gareth Edwards et surtout sa principale force qui lui sera d'un grand secours pour Jurassic World Rebirth. Mais avant cela, le second film qui va permettre à Gareth Edwards de sauver Jurassic World, c'est Star Wars Rogue One, qui lui aussi avait des objectifs très particuliers. Déjà, rentabiliser l'achat de Lucasfilm. Lucasfilm est une société de production de films fondée en 1971 par un certain George Lucas et qui a notamment participé à 2 monuments du 7e art, Star Wars et Indiana Jones. Le 21 décembre 2012, à la surprise générale, l'empire du divertissement, la Walt Disney Company, rachète la société de Lucas pour un joli montant de plus de 4 milliards de dollars. Si aujourd'hui cette transaction peut paraître dérisoire face à des rachats comme Twitter par Elon Musk à hauteur de 43 milliards de dollars, ou encore le rachat de Blizzard Activision par Xbox à hauteur de 69 milliards, à l'époque le rachat de Lucasfilm figure parmi les plus importants du monde de l'entertainment. Ainsi, en reprenant Star Wars, Disney entre dans une phase critique de son histoire. Il faut éviter l'échec tant financier que critique. Le travail de Edwards par rapport à cet objectif précis a été payant avec 1 milliard de dollars au box-office, le film évite ainsi un flop commercial douloureux pour Disney. Et pour Disney, le gain obtenu avec Rogue One est extrêmement satisfaisant. Selon Deadline Hollywood, le bénéfice net du film devait dépasser 320 millions de dollars, un montant calculé en additionnant le budget de production, le marketing, etc. etc. Avec 1 56 57 273 dollars, le film a dégagé un bénéfice de 736 57 273 dollars et pourrait permettre de rembourser près de 18,5% du rachat de Lucasfilm. Alors bien sûr, en plus de capitaliser sur le rachat de Star Wars, les bénéfices du film vont permettre de financer un autre film dérivé au sein de l'appellation A Star Wars Story. Et justement, quelques mois après le rachat, Bob Iger, PDG de Disney, annonçait la préparation d'une série de spin-offs centrés sur des personnages comme Maître Yoda, Han Solo ou encore Boba Fett. Et le premier film dérivé allait se baser sur une vieille idée de George Lucas lui-même qui cherchait des idées de séries télé dérivées de la saga originale. Avec le succès de Rogue One, la franchise A Star Wars Story a pu poursuivre son aventure.
Malheureusement, le flop de Solo A Star Wars Story, centré sur la jeunesse du contrebandier spatial, a coulé le projet cinématographique pour être transformé en série télé avec Kenobi, Book of Boba, Ahsoka et surtout Andor préquel de Rogue One. Si l'idée de film spin-off n'a pas marché, ce n'est pas de la faute de Gareth Edwards, mais plutôt de Ron Howard avec son film Solo, film qui va échouer à atteindre le seuil de rentabilité fixé à au moins 500 millions de dollars, le film n'en rapportant que 393 millions. Comme pour Godzilla, Edwards a été l'artisan, le pionnier nécessaire pour démarrer une franchise. En conjuguant Godzilla et Rogue One, on tient la véritable force de Gareth Edwards. Il a déjà occupé un poste en tension. Si Edwards avait échoué, le Monsterverse et A Star Wars Story se seraient brutalement arrêtés. Il a donc travaillé dur et atteint tous les objectifs fixés par l'ampleur de la tâche. Et c'est peut-être cet élément qui va sauver Jurassic World. Aujourd'hui, la saga de dinosaures est à un carrefour de son existence. Le film précédent a profondément divisé la communauté et a assombri plus que jamais l'aura de Jurassic Park. Comme pour Godzilla et Rogue One, Jurassic World Rebirth a lui aussi ses objectifs. D'abord, redynamiser la saga en apportant une vision neuve tout en protégeant l'œuvre de base. Et sur ce point, le film Godzilla est un bon exemple. Si on prend le cas du design du monstre, il est assez proche de celui des Japonais. Grand, droit, reposant quasiment sur sa queue, avec plusieurs rangées de plaques dorsales et un souffle atomique d'une teinte bleutée. On est donc bien loin de la liberté prise par Emmerich en 98 en donnant un look bien singulier au roi des monstres. Malgré tout, Edwards a quand même pris certaines libertés en changeant notamment le rugissement de Godzilla qui est totalement différent de la version japonaise. Une prise de risque qui a tout de même été payante. Nul doute que sur Jurassic World Rebirth, Edwards reprendra l'esprit du premier film, mais aussi certaines constructions de plans afin de rester dans l'aura spirituelle de la première trilogie. Mais il prendra aussi des chemins différents, quitte à froisser. Là aussi, le parfait exemple est la modification du design du spinosaure. Cette modification a été effectuée afin de refléter les nouvelles recherches scientifiques qui ont déterminé que l'animal était principalement semi-aquatique. Ainsi, le retour du spinosaure n'en est pas vraiment un, puisque le spinosaure de Jurassic Park 3, le monstre cruel, le tueur de T-Rex, ne sera pas présent au grand désarroi des fans du monstre et du troisième parc. Malgré tout, le nouveau spinosaure a quand même reçu de nombreuses approbations. Le deuxième objectif fixé est de marquer le début d'une nouvelle ère. En mai 2020, avant l'arrivée de Jurassic World 3, Frank Marshall, producteur des Jurassic World, annonça l'arrivée d'un nouveau film marquant une nouvelle ère. Est-ce là l'annonce d'une nouvelle trilogie ? Peut-être. Mais pour ça, Rebirth va fonctionner afin de financer une suite. Et cette situation, Edwards l'a bien vécue. Enfin, il va falloir redorer le blason. La trilogie Jurassic World a très bien marché sur le plan économique avec 3 films milliardaires. Mais la trilogie n'a pas convaincu et restera comme une saga qui tentera tout et n'importe quoi, mais qui n'a jamais fait aussi bien que le premier volet. Et justement, Edwards va devoir faire mieux que les autres Jurassic World, et peut-être tenter naïvement de tutoyer le premier Jurassic Park. Alors est-ce que la saga Jurassic World peut être sauvée? Oui, bien sûr! Pour redresser la barre, Universal doit envoyer un signal fort, une série de changements positifs. Et cela a commencé afin de faire comprendre qu'ils ont appris de leurs erreurs et tenté de se racheter en premier lieu auprès des fans. Et sur ce point, Universal a peut-être réussi son pari avec la série La Théorie du Chaos sur Netflix. Oui, c'est une série d'animation. Oui, principalement destinée aux enfants. Mais les séries montrent aussi un studio qui rectifie bon nombre d'erreurs en faisant de Chaos Theory ce que Jurassic World 3 aurait dû être. Si Chaos Theory est globalement un succès critique, notamment auprès des fans, il n'en reste qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir sur la longue route de la repentance. Avec Jurassic World Rebirth, Universal a posé les garde-fous nécessaires pour mettre toutes les chances de son côté. Déjà en retirant la responsabilité du scénario au réalisateur et en le confiant à quelqu'un de connu dans la saga, David Koepp, scénariste des 2 premiers volets et ami de Spielberg, dans une volonté primaire de garder un certain contrôle créatif. L'objectif était justement d'éviter toute domination du réalisateur, comme ce fut le cas avec Trevorrow, l'artisan de la chute de Jurassic World. Il est d'ailleurs clairement annoncé que le poste aurait été créé comme étant plus un film de tir qu'un film d'auteur. Traduction, le réalisateur s'occupe uniquement de tourner les images et le scénariste compétent, lui, s'occupe d'écrire le scénario, les dialogues et le développement des personnages. La filmographie de Edwards nous apprend plusieurs choses, et l'une d'elles est qu'il n'est pas assez bon dans ce rôle d'écriture. Les films Monsters et The Creator démontrent cette grande faiblesse dans le CV de Edwards, 2 films qu'il a écrits et dont le résultat scénaristique est en demi-teinte.
Après, ce n'est pas catastrophique non plus, mais c'est loin d'être convaincant. Ensuite, avec le profil d'Edwards, Universal sécurise l'une des grandes forces de la saga, les effets spéciaux. Et c'est ce point qui a été déterminant dans la sélection d'Edwards en tant que réalisateur. Dans une production comme Jurassic World, la qualité des effets visuels est primordiale afin de rendre la présence des créatures crédible à l'écran. Et justement, cette qualité visuelle est l'un des rares points positifs communs à tous les films de la trilogie Jurassic World. Sur ce point, Edwards est un excellent choix pour assurer la continuité de la qualité des effets spéciaux. Ses expériences passées lui ont permis de développer plusieurs compétences dans la maîtrise de l'imagerie de synthèse, ainsi que dans la gestion des contraintes de temps et de budget liées à cette technologie particulière. En complément de cette maîtrise technologique, Edwards possède aussi un style unique, celui de prendre un point de vue particulier en mettant la caméra à hauteur d'homme, jouant alors avec les perspectives pour appuyer la grande taille des monstres et les rendre plus imposants et menaçants que jamais. Cette griffe personnelle, Edwards l'a créée avec Monsters, avec ses aliens calamars de très grande taille. Il l'a ensuite perfectionné avec Godzilla, le client parfait pour ce genre de prise de vue, et a continué de l'exercer avec Star Wars et ses grands véhicules terrestres et autres gigantesques croiseurs stellaires. Alors bien sûr, on peut rétorquer logiquement que les réalisateurs passés avaient déjà joué avec les perspectives et les dimensions afin de créer des scènes iconiques comme la scène du Brachiosaure dans le premier Jurassic Park. Une séquence mémorable qui a sûrement inspiré un des plans du Titanosaure d'Edwards dans Rebirth. Si l'atout dans la manche de Edwards ne créera pas de nouveautés, il permettra, là aussi, de garder un semblant de cohérence visuelle avec le reste de la franchise. Et pour le coup, les quelques images officielles tirées des bandes annonces laissent présager un beau film avec des dinosaures redoutables, une belle photographie et de jolis plans soignés. Enfin, les films Godzilla et Rogue One révèlent cette facette du réalisateur qui s'est déjà confronté à des films qui doivent servir de base pour créer toute une franchise. Des films avec des attentes très particulières puisque le résultat, bon ou mauvais, entraînera soit la continuité ou bien la mort du projet. Et dans ces deux cas, Edwards a réussi à poser les bases solides et à permettre au projet de continuer. Et ce facteur sera, je pense, déterminant pour Jurassic World Rebirth. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait apparaître comme l'écueil à la surface de l'eau, l'iceberg prêt à trancher l'immense paquebot Jurassic World? La réponse, les producteurs! Le fait d'encadrer le poste du réalisateur en lui ôtant tout pouvoir et contrôle sur le scénario apaise aussi bien les investisseurs que les spectateurs, évitant ainsi une hégémonie trop forte de la part du cinéaste. Cependant, on peut aussi y déceler une volonté des producteurs d'être maîtres de leur navire en imposant certaines de leurs visions. Bien sûr, il ne faut pas se leurrer. Chaque film est supervisé par les producteurs qui n'hésitent pas à imposer leur choix à toutes les équipes créatives. Mais un producteur qui prend trop de place dans le développement d'un long métrage, étouffant toute indépendance des créatifs, pourrait conduire à un film sans saveur, appuyant les éléments de fanservice et de nostalgie afin de surfer sur la gloire passée. Et ce phénomène assez généralisé, Jurassic World Rebirth pourrait en faire les frais. Jurassic World Rebirth est attendu au tournant. La déception vécue par Jurassic World 3 a braqué les fans de la licence qui regardent parfois avec inquiétude le nouveau film de la franchise. Pourtant, ce film est d'une importance capitale. Si il échoue, il est fort probable que la série des Jurassic World s'arrête définitivement et Universal relèguera la saga au placard pour un temps donné. Et ce cas de figure n'est pas enviable car dans sa chute, la saga cinématographique va entraîner les autres pans de la licence, à commencer par le monde vidéoludique qui pourrait être impacté dans un futur lointain. Alors quand je parle d'échec, je parle d'échec critique avec des retours plus négatifs que le film précédent, accompagné d'un échec commercial avec un film qui ne parviendrait pas à franchir la barre du milliard de dollars au box-office, ce qui serait d'une gravité sans précédent. Alors est-ce que Jurassic World peut être sauvé par Gareth Edwards? Oui. Son expérience passée avec d'autres grandes franchises de la pop culture aux exigences élevées lui ont permis de maîtriser les codes du blockbuster hollywoodien. Le travail accompli sur les films Godzilla et Rogue One démontre que Edwards est le candidat idéal pour assurer ce rôle de sauveur. En participant à la construction d'un univers cinématographique et d'une série de spin-off de la plus grande saga du cinéma, Edwards a acquis le mental nécessaire pour conduire des projets fondamentaux pour la viabilité de projets plus ambitieux. On pourrait cependant rétorquer que sa faible filmographie, couplée au succès mesuré de ses films, ne permettent pas à Edwards de prétendre à la réalisation d'un film si important comme Jurassic World Rebirth. Effectivement, Monster, malgré son succès, reste un petit film aux faibles moyens et à la portée relative. Godzilla, s'il est un franc succès, reste un film réservé à une niche, et les résultats financiers à la hauteur de ce genre de production ne sont pas au même niveau d'un Jurassic World dont le public est plus vaste à conquérir. The Creator a malheureusement été un échec commercial, une tache sombre au tableau dessiné par Edwards. Seul Rogue One apparaît comme le seul exemple remarquable de réussite. Mais ce que je vois, c'est un homme qui a touché à deux des plus grandes franchises de l'histoire du cinéma, bien plus exigeantes que Jurassic World.
À côté, son premier film montre un artiste débrouillard capable d'improvisation et d'adaptation face aux aléas de la réalisation. Une qualité qui lui permettra de surmonter les nombreux obstacles qu'imposera la réalisation de Jurassic World Rebirth. Sa maîtrise de la conception des effets spéciaux et la gestion de leurs contraintes de temps et de budget nous promettent un film d'une certaine beauté visuelle. Aujourd'hui, l'espoir subsiste. Les premiers retours des fans qui ont pu accéder aux quelques avant-premières organisées ici et là révèlent beaucoup de positifs. Ils décrivent un film au-dessus des 3 anciens Jurassic World et semblent être un bon retour aux sources proche de la philosophie de la première trilogie. Ils décrivent un film généreux, en action et en dinosaures, toujours plus spectaculaire. Peut-être, je dis bien peut-être, que Gareth Edwards est l'homme de la situation, le sauveur de Jurassic World. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter pendant ces quelques 30 minutes. J'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine fois qu'on se reverra, la prochaine fois qu'on se reparlera, ce sera pour discuter de Jurassic World Rebirth. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.